J'ouvre le second débat de ce Sens Public volontairement décalé de l'actualité du jour, consacré au MeToo des armées. Mission d'inspection sur les violences sexuelles au sein des forces militaires a été lancée par le ministère. Que peut-on espérer de ces conclusions attendues fin mai? Quelle est l'ampleur du phénomène? Comment réagissent les hauts gradés face à ces agressions? Avant d'en débattre, regardez ce reportage. Il est signé Samia Dechir. Elle est partie à la rencontre de Ninon Matet qui a dû quitter l'armée après avoir dénoncé son agresseur. Lorsqu'elle s'engage dans l'armée française, Ninon Matet a tout juste 21 ans. Elle est envoyée près de Nancy pour une formation initiale de 3 mois, auprès d'un chef d'équipe qui multiplie les blagues graveleuses, les gestes violents, jusqu'à la menacer explicitement de viol lors d'un exercice en forêt. Le soir vient et je suis appelée par ce cadre-là qui me demande de lui parler à part. Et qui va me dire, si tu me regardes encore une fois avec ces yeux-là, comme si je le regardais avec un regard particulier, je vais t'emmener dans la forêt, il faudra que tu assumes. J'arrive à m'en sortir sans trop de problèmes. Et à la suite de ça, je vis à moitié. C'est-à-dire que chaque seconde, je me dis, ça va être quoi la suite en fait? Et la suite, elle a été très simple, c'est que je me suis retrouvée un soir dans le couloir, traînée par les chevilles, et à devoir entendre des menaces, des mises en situation absolument dégoûtantes. J'ai dû sentir ses mains sur moi, j'ai dû... Ouais. Major de sa promotion, Ninon a peur de parler, jusqu'à ce qu'une de ses camarades, qui se dit victime du même agresseur, dénonce les faits à sa hiérarchie. Elles seront alors 4 à porter plainte contre le même homme. La parole se libère, on rend compte de tout ce qui s'est passé et là s'enchaînent des semaines et des semaines et des semaines de cauchemars où rien ne va. Moi je suis mise en arrêt. Je prolonge un petit peu mon arrêt, c'est pas très excessif. Je crois que ça dure au total 1 mois et demi. Et très vite on m'appelle pour savoir quand est-ce que je reviens. Et tout de suite, moi je percute sur le fait que je suis toujours censée travailler avec cette personne-là, quoi. Après plusieurs mois, Ninon est finalement déclarée inapte et quitte les rangs de l'armée. Sa plainte pour agression et harcèlement sexuel est classée sans suite. L'homme qu'elle accuse, lui, est promu à un grade supérieur. La logique dans tout ça, c'est le silence. Et c'est le départ des victimes. Lui, il est toujours là-bas. Il a re-signé son contrat, il est passé de brigadier à brigadier-chef 2 mois et demi après nos dépôts de plainte. C'est une folie. 2 ans après son départ de l'armée, Ninon est toujours victime de stress post-traumatique. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir des amis, j'ai envie de rien. Donc comment avoir un travail en fait? J'essaye d'avancer tous les jours, de passer à autre chose, mais je l'ai en travers de la gorge parce que c'est un trop beau métier pour ce qu'on en fait. C'est un trop beau métier. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Loin d'être un cas isolé, Ninon fait partie des quelques rares femmes à oser s'exprimer à visage découvert. L'an dernier, l'armée a reçu 226 signalements pour violences sexuelles ou sexistes. Voilà, je voudrais remercier Ninon Matet d'avoir osé témoigner aussi dans notre reportage. Il faut beaucoup de courage pour faire ce qu'elle a fait lors de ce témoignage. L'armée française va-t-elle enfin lutter contre le sexisme et les violences sexuelles? On en débat avec Laetitia Saint-Paul. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes députée Renaissance du Maine-et-Loire. Vous êtes militaire, la première militaire de carrière élue à l'Assemblée nationale depuis 1918. Julia Pasquale, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, auteur de La guerre invisible, publié aux éditions des Arènes. C'était en 2014. Vous y dénonciez ces violences et on y reviendra évidemment dans ce débat. Ces violences sexuelles, ça avait eu évidemment un premier impact important avec l'ouverture
d'une cellule qui s'appelle Thémis pour que les jeunes femmes puissent témoigner. On fera le bilan de cette cellule. Guillaume Ancel, bonsoir. Bienvenue à vous. Ancien officier, écrivain français, auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. On est au cœur de notre débat, publié aux éditions Flammarion. On est également en duplex avec Camille Boutron, qui est sociologue, spécialiste des questions de genre en situation de conflit, plus particulièrement sur la place des femmes dans les organisations armées. Bonsoir. Vous publiez Combattantes quand les femmes font la guerre. C'est aux éditions Les Pérégrines. Et évidemment, Mathieu Croissando, éditeur politique, est resté à mes côtés. Pour information, nous avons proposé au ministère des Armées de participer à ce débat. Ils ont préféré pratiquer la politique de la chaise vide. Bref, on vient d'entendre le témoignage de Ninon Mathey, Laetitia Saint-Paul. Moi, ce qui me frappe, et il y a beaucoup d'autres exemples, c'est que c'est elle qui a dû partir. C'est quand même complètement dingue, quoi. C'est-à-dire qu'elle a le courage de témoigner et elle est cassée, elle doit s'en aller et son agresseur, il est toujours là. Il a même été promu. Ah c'est un cas parmi d'autres. C'est-à-dire, c'est souvent ce qui se passe, c'est ça ? Moi aussi, ça m'est insupportable. Et c'est aussi pour cela que j'ai apporté mon soutien total à la jeune Manon Dubois qui avait témoigné dans le Courrier de l'Ouest Maine-et-Loire. Oui. C'est une histoire similaire, l'histoire de Manon Dubois. Au regard du nombre de témoignages que j'ai reçus, eh bien, je vois une mécanique qui se met en œuvre systématiquement. Une jeune victime, un gradé qui l'agresse sexuellement, sachant que c'est une circonstance aggravante dans notre droit qu'avoir une autorité hiérarchique sur la personne. Et in fine, donc les chiffres du ministère sont les suivants, 41% des victimes sont réformées après un arrêt maladie et donc perdent leur emploi. Et c'est aussi pour cela qu'il y a extrêmement peu de témoignages, parce que les victimes savent très bien toute la mécanique qu'il y aura en œuvre après avoir témoigné. Le fait que leur parole sera ridiculisée, le fait que l'enquête n'en sera pas une, et qu'in fine, dans le meilleur des cas, il y aura un non-lieu. Donc, l'immense majorité des affaires sont étouffées dans les unités. Julia Pasquale, votre livre, il a été publié il y a 10 ans. 2014. Oui. Est-ce que vous diriez, on va essayer de ne pas être caricaturaux dans nos perceptions, que rien n'a changé, ou presque, qu'il y a quand même eu des avancées? Comment vous analysez, vous, la situation? Ce qui est sûr, c'est que les constats que vous venez de faire brièvement, ce sont les constats qu'on faisait déjà il y a 10 ans, sur des victimes qui sont sanctionnées, des agresseurs qui sont promus dans le pire des cas, et puis des victimes qui finissent par sortir par la petite porte, réformées pour inaptitude au service. Donc ce constat-là, on le faisait déjà il y a 10 ans, et le fait que l'institution ne reconnaissait pas l'existence de ce problème, voilà. Il y a eu une volonté politique il y a 10 ans. À l'époque, Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense. Donc une inspection avait été lancée pour corroborer finalement le constat qu'on faisait avec ma co-auteure Leïla Mignano dans le livre. Et il y a eu la mise en place de la cellule Thémis qui était censée recueillir la parole des victimes. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, si la parole se libère, c'est plutôt positif, mais si c'est pour établir un peu le même état des lieux, on peut se demander effectivement si du chemin a été parcouru ou si au contraire il y a eu une tentative, une volonté politique, mais qui n'a pas, on va dire, infusé dans l'institution. Ça pose aussi, Guillaume Ancel, la question de la place des femmes dans l'armée française, de leur parole, de la façon dont leur parole est reçue, reconnue. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Le sujet dont on vient de parler nous dit quelque chose sur le fait que les femmes ne sont pas acceptées dans l'armée. En fait, on est face à une culture du silence, et je dirais même du déni. Je vais prendre juste le cas de Saint-Cyr, qui est arrivé récemment. Le général qui commande l'école, qui dit aux journalistes qui l'interrogent « mais j'apprends cette affaire, mais c'est terrible ». En fait, il le sait depuis des semaines, voire des mois. Mais, pardon, mais il se moque de nous. C'est ce que vous avez dit en début d'émission. Vous demandez au ministère de la Défense de venir s'expliquer ici, et puis de débattre avec nous. Ils ne viennent pas. En fait, on voit bien que cette culture du silence, elle est tellement ancrée que ça a développé une forme de culture de l'impunité, et pardon, mais d'une forme de mensonge. Parce que d'un côté, officiellement, on va dire, mais on fait, et je suis sûr que l'armée essaye de faire quelque chose pour ne pas laisser prospérer ce genre de choses. Mais comme elle est ancrée dans cette grande muette, dans ce silence, rien ne peut avancer. Parce qu'au mieux, c'est la victime qui va être sanctionnée. Donc, comme vous le rappeliez à l'instant, en fait, il ne faut rien dire. Parce que sinon, de toute façon, c'est nous qui allons être sanctionnés. C'est les personnes qui vont être emmerdées, qui vont être sanctionnées par l'institution, parce que de toute façon, même si leur agresseur était condamné, ça ne se saurait pas. Et donc,
tout ça peut se reproduire à l'infini, de génération en génération. Pourtant, l'armée française, c'est l'une des plus féminisées au monde. Je vous propose de regarder ces chiffres qui datent de 2023. Plus de 34 000 femmes, ça représente 16,5% des effectifs. 4e armée au monde la plus féminisée, la première en Europe. Camille Boutron, je me tourne vers vous une première fois. Vous avez été pendant 5 ans chercheuse au sein de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Est-ce que ces chiffres sont en trompe-l'œil? Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est la place des femmes au sein de la hiérarchie militaire? Alors oui et non, c'est bien une réponse de chercheur, je suis désolée. Alors oui, ce sont des chiffres qui sont parlants parce qu'il y a quand même en effet une proportion de femmes importante dans les armées françaises et il ne faut pas les invisibiliser. Les armées françaises font parmi les plus féminisées au monde et elles font partie des assez rares armées à avoir enlevé toutes les barrières empêchant les femmes d'accéder au même poste que les hommes. C'est-à-dire que théoriquement, une femme dans l'armée française peut être dans des forces spéciales et faire exactement les mêmes choses que les hommes. Théoriquement, parce qu'en réalité, si on regarde ensuite la façon dont seront répartis les hommes et les femmes selon les postes, les grades, les missions, là on commence à voir un autre pattern. Et en fait, les femmes sont généralement plutôt dans des positions dites de soutien, dans des missions logistiques ou des missions techniques, des spécialités qui ne sont pas nécessairement liées au combat en tant que tel. Or, pour pouvoir gravir les échelons et être dans la haute hiérarchie dans les armées françaises, plus on a de capital combattant et plus on a des chances de réussir. Donc on a une espèce de division sexuelle du travail qui est très prégnante, qu'on n'observera pas que dans les armées d'ailleurs en France, qui nuance un petit peu ce constat de fierté qu'on peut avoir de niveau de féminisation. Merci beaucoup et pardon à nos téléspectateurs et téléspectatrices, on a un petit problème de son dans la liaison avec Camille Boutron, ça sature donc c'est pas très agréable à l'écoute. On va essayer de régler ça évidemment dans les minutes qui viennent. Femme au combat, chaos total. Moi j'ai encore entendu ça. Est-ce que vous avez ressenti ça ou entendu ça dans votre carrière militaire? Peut-être pas d'ailleurs. Hein. Dans ma carrière militaire. J'ai essuyé un tir de barrage dès mon entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Clairement, nous avons eu la prétention de s'estimer leurs égales et ça, c'était inenvisageable. Donc, dans notre quotidien, tout était fait pour que l'on démissionne, pour que l'on arrête de s'entêter dans cette voie et tout est organisé pour que dans le classement, bien, la majorité des femmes soient les moins bien classées et le moins le choix pour leurs orientations. Et au final, ne sont pas dans les voies les plus prisées et les plus nobles. Donc ça commence dès la formation et ça a continué après? Ou ça s'est estompé après? Alors, moi, je crois que c'est systémique, mais pas du tout systématique. J'ai vraiment une vie en régiment épanouie. Oui. Mais je l'ai retrouvée au moment de passer le concours de l'école de guerre. Donc c'est le concours qui permet d'accéder aux plus hautes fonctions. Et à ce moment-là, j'avais fait une étude sur 3 ans par rapport aux autres femmes. Et les 3 années avant moi, le taux de réussite des femmes était de 5% à l'école de guerre et celui des hommes supérieur à 30%. Donc j'avais rendu compte à mon général de mon travail sociologique et il m'avait dit « mais vous êtes dans le ressenti ». Même quand c'est chiffré, sourcé, on est toujours dans le ressenti en tant que femme. Et puis j'ai fait le choix de prendre un congé parental pour réfléchir à mon avenir. Ouais. Le déni dont on parlait tout à l'heure. Julia Pasquale, est-ce que l'armée française est une institution rétrograde dans sa façon de... Parce que c'est paradoxal, à la fois on est l'armée d'Europe la plus féminisée et de l'autre il y a tout ce qu'on décrit depuis le début de ce débat. Mais le fait qu'on soit l'armée la plus féminisée d'Europe n'est pas forcément un gage de réussite des femmes au sein de l'institution. Disons qu'il n'y a pas d'effet de seuil, il y a des armées très féminisées, je pense à l'armée d'Israël où il y a quand même des problématiques de violence sexuelle qui se posent et de façon importante. Donc il n'y a pas un effet de seuil qui ferait que les choses se passeraient bien au-delà d'un certain taux de femmes. Nous, ce qu'on avait analysé, c'est que quand on est passé à une armée de métier, il a fallu que l'armée élargisse son vivier de recrutement. Et c'est aussi pour cette raison-là que l'armée s'est ouverte aux femmes, à des recrues féminines, et que ça a été vécu en interne comme une révolution culturelle, mais la fin d'un monopole. Et c'est pour ça aussi que ça a été mal vécu. On venait contester le monopole des hommes sur un métier typiquement masculin, associé à des valeurs de... honneur, courage, virilité, et ça passe aussi par une forme de sexualisation du métier de militaire. Et donc les femmes étaient des intruses qui venaient contester ces valeurs-là.
Et je pense que ça explique quand même le fait qu'il y ait un choc culturel qui a été mal vécu. Et après, nous, ça faisait partie d'ailleurs d'un des chapitres dédiés du livre. On a beaucoup parlé des écoles, des lycées militaires, des écoles militaires, et Saint-Cyr notamment. Il y a l'idée qu'il y a aussi un encadrement au sein de l'armée qui est plutôt acquis à des valeurs traditionnelles, pour ne pas dire traditionnalistes, et qui considèrent que les femmes, foncièrement, n'ont pas leur place au sein de l'institution. Alors, on y reviendra évidemment aux écoles, aux centres de formation, mais Mathieu, je vous donne la parole une première fois, parce que ce n'est pas n'importe laquelle des institutions, de nos institutions, qui est touchée par ces scandales. Non, et on se le demandait tout à l'heure, ils sont où les militaires ? Pas sur ce plateau en tout cas, puisqu'on le rappelle, vous l'avez dit, mais tous ceux qu'on a contactés, enfin le ministère de la Défense n'a pas souhaité participer à cette émission. La Grande Muette, d'une certaine façon, on n'a jamais autant bien mérité son surnom. On remarquera au passage qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on se montre beaucoup plus disert. Hein. C'est plus facile sans doute de parler de la guerre en Ukraine que des agressions sexistes dans les casernes. Alors, il y a un engagement des grands chefs militaires et des chefs militaires exemplaires en la matière, a tenté de nous rassurer le ministre de la Défense Sébastien Lecornu le mois dernier. On ne demande qu'à voir pour l'instant, parce qu'il faut bien reconnaître qu'on ne voit pas, ou plutôt on n'entend pas grand-chose. Alors vous l'avez dit, l'armée c'est une institution particulière dont les membres sont tenus à un traditionnel devoir de réserve, mais là on n'est pas dans le cadre d'opinions ou de croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, tel que le Code de la Défense le prévoit. Non, on est sur quelque chose de délictuel, criminel et systémique. Et un sujet qui reste tabou ? Oui, ça donne le sentiment, Guillaume Ancel le disait, qu'une forme d'omerta plane chez les militaires. Et c'est d'autant plus dommage que si le sujet reste tabou, on peut légitimement se demander ou craindre qu'il ne soit pas correctement traité. Hein. Alors le tabou, il est censé avoir été levé il y a 10 ans, grâce à votre livre, Julia Pasquale notamment. Et puis la création de la cellule Thémis, on y reviendra dans la foulée. Mais contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, où des réformes et des mesures ont été mises en place ou engagées à ciel ouvert, avec un succès mitigé, il est vrai, on y reviendra aussi peut-être, la France n'a jamais inscrit ce sujet au sommet de l'agenda politique ou médiatique. Pourtant, on en parle beaucoup de l'armée. On a voté, on a parlé de l'armée sous tous les angles, en particulier depuis 2 ans. On connaît tout de son budget, on connaît tout du nombre de canons César, on connaît tout des défis technologiques qui l'attendent. Mais il aura fallu, encore une fois, que des femmes aient le courage de sortir du silence, de prendre publiquement la parole, pour qu'enfin on commence à se saisir du sujet, j'allais dire. Alors soyons honnêtes, l'armée n'est pas la seule à être gêneuse en tournure. Il y a tout un lot d'institutions, d'entreprises privées qui vivent exactement les mêmes aventures. Mais l'armée aurait quand même peut-être intérêt à faire preuve d'exemplarité, car dans l'océan de défiance qui nous submerge, c'est encore et de loin dans les sondages l'institution qui affiche la plus forte cote de confiance auprès des Français. Guillaume Ancel. Ça me fait penser à l'affaire Depardieu, qui rebondit aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'on l'a sous les yeux, mais surtout ne pas le regarder. Par exemple, les femmes. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que Laetitia Saint-Paul, elle est passée 20 ans après moi à Saint-Cyr. Ils se gossaient du fait qu'il y ait 10% de femmes. On avait l'impression on était à parité. Je ne savais pas que dans la société française, il y avait 10% de femmes. Mais ce qui est grave, c'est que 20 ans après, il n'y a toujours que 10% de femmes. Et il n'y a quasiment pas d'instructeurs féminins. Donc vous êtes dans un milieu qui fait semblant, et qui sait très bien faire semblant, ça s'appelle l'art du camouflage, mais qui, dans la réalité, culturellement, refuse l'idée qu'une femme soit l'égale d'un homme dans ce métier-là. Et ça, c'est assez inquiétant parce que ça montre aussi autre chose. Que Saint-Cyr, par exemple, qui est le cœur de la formation des officiers de l'armée de terre, c'est là où on apprend à faire la guerre. Et c'est là où on apprend à se taire. Et surtout, Saint-Cyr n'est pas le reflet de la société. Et ça, à mon avis, c'est ce qui est le plus grave. C'est-à-dire que tant que Saint-Cyr ne sera pas à l'image de la société qu'elle prétend défendre, on aura en permanence des comportements complètement déviants ou anormaux dans notre société, mais que cette corporation-là jugera quasi normal parce que, en fait, ces règles ne sont pas les mêmes que celles de la société qui les entoure. Et je voudrais terminer juste avec un mot qui m'a beaucoup choqué. Quand mon livre est paru sur la Grande Muette, il y a un conseiller du patron des armées qui m'a appelé pour me dire « La culture du silence, le mieux, ce serait de pas en parler ». Voilà, on est en plein dedans. Je rebondis sur ce que vous venez de dire sur finalement toutes ces écoles qui dépendent de l'armée. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire, qu'est-ce qu'on n'y fait pas ? Je vous propose d'entendre la réaction d'un sénateur, Daniel Salmon, qui revenait sur cette proposition de la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mélanie Vogel, qui veut mettre en place une journée de sensibilisation des violences sexistes et sexuelles au sein des différentes écoles gérées par l'armée. Écoutons Daniel Salmon. Les traditions sont transmises d'une génération d'élèves à la prochaine, et ce, sans filtre.
C'est ainsi que des comportements misogynes, LGBTQI+, phobes ou racistes peuvent persister. Quant aux violences sexistes et sexuelles, une enquête interne de l'école polytechnique menée l'année dernière montre l'ampleur du phénomène. 23% des étudiantes affirment avoir été victimes d'une agression sexuelle pendant leur scolarité à Polytechnique. 11 personnes ont été victimes de viol ou de tentatives de viol. Je signale que l'amendement proposé par Mélanie Vogel, il a finalement été retiré après un avis défavorable. Bref, Laetitia Saint-Paul, vous l'avez vécu à Saint-Cyr. Alors moi j'ai le sentiment que la situation a plutôt eu tendance à s'empirer. Je ne croyais pas ça possible. Oui. Mais à ma connaissance, il n'y avait pas de cas d'agression sexuelle à mon époque. Donc j'ai l'impression que ça continue à dériver davantage. Et je crois qu'il faut absolument que cette école s'ouvre sur la société, qu'on ouvre davantage le recrutement. Il y a depuis une vingtaine d'années les officiers sur titre, donc des jeunes qui nous rejoignent après avoir obtenu leur Master 2 à l'université ou dans différents cursus. Et je crois que la respiration viendra de là. Camille Boutron, je reviens vers vous. Je pense que le son s'est amélioré. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui renoncent pendant leur formation militaire ? Alors oui, il y en a un certain nombre. Alors je n'ai pas les chiffres exacts, sachant en plus que quand on parle des armées, il y a quand même quelque chose à garder en tête, c'est qu'on parle d'une institution extrêmement complexe entre l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et le rang d'officier, sous-officier, enfin toutes les expériences d'engagement dans les armées peuvent pas toutes être mises dans le même sac. Et du coup, je pense qu'à un moment, ça sera important de vraiment aller regarder dans le détail, parcours par parcours, trajectoire par trajectoire, victime par victime, pour vraiment essayer de comprendre comment ces violences peuvent avoir lieu de manière systémique et pas juste se centrer sur des écoles qui sont un cas extrêmement important puisqu'elles forment ceux qui commandent, mais c'est qu'une toute petite partie en fait du problème. Un autre aspect sur lequel je voudrais retenir votre attention, c'est pas seulement sur les jeunes femmes militaires qui vont abandonnées en cours de leur formation, mais surtout sur celles qui vont éventuellement quitter les armées après avoir fait un certain temps de carrière et qui vont à un moment finalement en avoir marre et décider d'opter pour une carrière dans le privé ou faire autre chose. Je vous dis ça parce qu'en fait, pour changer les choses, il faut aussi changer la hiérarchie, il faut plus de diversité aussi parmi ce qu'on va appeler les grands chefs. Et pour qu'il y ait des femmes parmi les grands chefs, eh bien, il faut que ces femmes puissent faire carrière, elles puissent monter en grade. Donc, non seulement il ne faut pas qu'elles abandonnent pendant leur formation, mais il faut qu'elles puissent, une fois qu'elles ont été qu'elles arrivent au grade de lieutenant-colonel, qu'elles puissent être nommées générales, qu'elles puissent réellement arriver à ces échelons-là. Et là, en fait, on a là aussi un problème de vivier. Donc, on a vraiment un problème qui doit se lire et s'aborder depuis différentes perspectives. Mathieu ? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes grands chefs, comme il est dit. En tout cas, il y a eu 2 femmes ministres de la Défense. Florence Parly, Michèle Alliot-Marie. Enfin, les 2 de mémoire, peut-être. Je ne suis pas certain qu'il y en ait eu plus. Est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que ça a joué ou pas du tout ? Alors malheureusement, dans un milieu très masculin comme l'armée, ces 2 femmes, je les connais toutes les 2, elles se sont masculinisées. C'est-à-dire qu'elles se sont conformées à un milieu hyper militaire. Elles n'ont pas du tout cherché. Moi, j'étais persuadé en particulier que Michèle Alliot-Marie, qui était la première ministre femme, elle allait enfin ouvrir ce carcan, quoi. Et en plus, elle savait se faire respecter. Ce n'est pas une femme qu'on peut suspecter, enfin, d'avoir eu peur des hommes. Mais ce qui est terrible, c'est qu'au fond, elle n'a pas du tout cherché à ouvrir cette place, comme si c'était anormal pour son environnement, qu'il fallait s'y conformer pour être acceptée. Alors, aussi allez-y. Florence Parly, donc moi j'ai beaucoup travaillé avec elle sur le sujet qui nous intéresse depuis 2017. Donc elle a quand même permis que toutes les fonctions puissent être ouvertes aux femmes. Et je l'avais sensibilisée sur cette histoire d'école de guerre où on essuie aussi un tir de barrage. Pour être bien sûr de ne pas avoir de femmes générales, il suffit de nous faire tout échouer à l'oral. Généralement, on est tout admissible, on est plutôt bonnes élèves, bilingues ou trilingues. On essuyait un tir de barrage à l'oral. Et là, elle a vraiment veillé au grain en disant « Non, mais en fait, les résultats que vous me présentez, ils sont caricaturaux ». Donc je sais qu'elle a été très sensible, mais on attend aussi énormément du politique et de la ministre. Mais je sais qu'elle a fait beaucoup et on continue son œuvre. Je voudrais revenir à ces violences sexuelles subies par ces jeunes femmes au sein de l'armée et sur les termes qu'on emploie. Est-ce que vous parlez, Julia Pascual, de violences systémiques ? C'est-à-dire est-ce que c'est le système qui permet à ces violences de perdurer, de continuer ?
Ce qui est certain, c'est qu'il y a des circonstances qui peuvent favoriser le passage à l'acte. Donc évidemment, ça dépend si on parle d'agresseurs, d'auteurs, on va dire, militaires du rang ou officiers, armée de terre, armée de l'air ou marine. Donc il y a vraiment des configurations différentes. Mais là, pour le dire simplement, il peut y avoir, par exemple, dans des unités, un huis clos qui favorise une promiscuité, des fêtes peut-être alcoolisées, un mélange vie privée, vie professionnelle, en tout cas une distinction difficile à faire. Il peut y avoir des contextes comme ça, et puis dans des contextes d'OPEX, de guerre, où on peut avoir des contextes criminogènes presque. Et après, il y a la question de qu'est-ce qui fait que ça perdure, en fait. Et donc là, c'est là qu'on vient sur la question de l'impunité. C'est-à-dire, une fois que l'acte a eu lieu, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ne se reproduise pas? Et c'est là que la hiérarchie, quand elle n'est pas elle-même auteure de ces violences, a tout son rôle dans comment est-ce qu'on protège les victimes, comment est-ce qu'on sanctionne les auteurs. Et nous, ce qu'on avait analysé, on avait fait un parallèle avec les violences sexuelles au sein des familles, c'est-à-dire l'inceste. Et on avait trouvé des similarités dans l'idée que quand on dénonce ces choses-là, on devient le mouton noir de l'unité. Et quand on dénonce une violence sexuelle au sein d'une famille, souvent on reproche... tu vas faire exploser la famille. Voilà, de faire exploser la famille, de jeter l'opprobre. Et là, c'est un peu ce mécanisme-là de préservation, de protection. Si tu dénonces, tu te détaches du groupe et tu jettes le discrédit sur le groupe. Ouais. Est-ce que vous employez ce terme de violence systémique ? Est-ce que, quand on décrit que finalement la hiérarchie incite les jeunes femmes victimes finalement à démissionner, à se réformer, et les agresseurs sont toujours là, moi j'ai tendance à dire oui, c'est systémique. Oui, c'est très important pour moi de bien préciser que ce n'est pas systématique. On peut avoir des beaux déroulés de carrière. Mais oui, et tous les hommes au sein de l'armée, évidemment, se comportent pas comme ça, bien sûr. C'est important. Oui. Mais assurément, pour moi, c'est systémique. On prend les chiffres du ministère. Les carrières des femmes sont 2 fois plus courtes que celles des hommes. Oui. Donc on ne peut pas mettre ça sur le dos de la parentalité continuellement. Il n'y a toujours que 10% de femmes à Saint-Cyr. C'est bien qu'elles essuient un tir de barrage. Pardonnez-moi la répétition de l'expression, mais c'est vraiment ça. C'est visuel, on a bien compris. Dès les classes préparatoires militaires, ça a été bien décrit dans Libération. Et ce fameux chiffre que quasiment une victime sur 2 perd son emploi. Ça veut bien dire qu'il y a tout un tas de mécanismes à différents niveaux qui se mettent en marche pour atterrir sur cet aspect très chronique. Guillaume Ancel, même question. Il y a pour moi un sujet crucial autour de la sanction. Le fait que dans une communauté, il y ait des faits de ce genre, on le voit bien dans la société, bien sûr que ça peut arriver. Ce qui est grave, c'est qu'à cause de cette culture du silence, les gens ne sont pas sanctionnés publiquement. Or, ce qui est très important pour le changement de la culture des personnes, c'est qu'elles sachent que la personne qui s'est conduite comme ça, elle a été virée de l'armée, qu'elle a été condamnée à des mois de prison, même avec sursis, parce que ça donne des références. Or, le problème, c'est que grâce ou à cause de la Grande Muette, on a l'impression que rien ne s'est passé. Et du coup, on organise sans le vouloir une culture de l'impunité. Oui, et ça écrase d'autant plus la parole de celles qui sont victimes. Comment oser parler dans un contexte comme celui-là ? Il y a des victimes qui disent clairement, le jour où j'ai dénoncé ce que j'avais subi, je savais que c'était la fin de ma carrière. Enfin, je veux dire, il y a quand même les victimes ont d'autant plus de crainte à parler, à dénoncer, qu'elles savent que lorsqu'elles vont dénoncer, d'ailleurs, elles doivent le faire d'abord au sein de l'armée, avant même de penser à aller porter plainte, auprès de leur commandement direct. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette culture du rendre compte et de respecter la voie hiérarchique, de ne pas squeezer les échelons. Et il y a vraiment une crainte d'être sanctionné en retour, parce qu'une fois de plus, on vient perturber le fonctionnement classique des choses. Mais est-ce que ça relève de la justice ou de la justice militaire ? Alors, il n'y a pas de justice militaire, en fait. Depuis Mitterrand, il n'y a plus de tribunaux militaires. Mais il n'empêche qu'il y a des juridictions qui traitent la matière militaire. Et là, il y a un vrai sujet pénal. Est-ce qu'un crime de droit commun, finalement, doit être traité par une juridiction militaire ? Et donc, il y a cette cellule qui permet aux agents victimes de violences et de discrimination sexuelle de témoigner, de signaler les faits dont elles ont été victimes. Elle avait été créée en 2014, cette cellule Thémis. Je vous propose d'écouter, avant de recevoir Quentin Calmet qui va nous dire où on en est de Thémis, un témoignage. On est en 2018. Écoutez bien, c'est un sénateur socialiste, Gilbert Luc Devinas, qui fait déjà un bilan mitigé de Thémis. Écoutez. Entre 2014 et 2016, 26 viols et 40 agressions sexuelles ont eu lieu au sein des armées, chiffre recensé par la cellule Thémis. Le ministère est ainsi invité à poursuivre son travail d'observation et d'élaboration de statistiques
pour permettre de connaître la réalité des cas de harcèlement, discrimination et de violences sexuelles ou sexistes au sein du ministère des Armées et prendre ainsi les mesures nécessaires à l'optimisation de la cellule Thémis et, in fine, à l'éradication des violences sexistes et sexuelles au sein des armées. Et cette cellule Thémis, on en parle tout de suite avec Quentin Calmet. Rebonsoir Quentin, Rebonsoir, puisque Thomas. le gouvernement annonce une mission d'enquête au sein du ministère des Armées. C'est ça, puisqu'on se demande en fait, le contrôle interne de l'armée sert-il à quelque chose ? On n'a pas forcément le sentiment que ça avance quand on écoute effectivement depuis le début de ce débat. L'annonce a eu lieu le 12 avril dernier. Le communiqué de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui fait le lien avec les témoignages récents parus dans la presse. Parmi les objectifs de cette enquête interne au sein du ministère des Armées, il y a celui de dresser le bilan du dispositif existant dans toutes ses dimensions, le plan de lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexuelles au sein du ministère des Armées lancé en 2014, en particulier l'action de la fameuse cellule Thémis. Alors on en a parlé, mais rapidement les uns et les autres, on a besoin d'en savoir plus. C'est quoi cette cellule Thémis ? Donc Thémis, du nom de la déesse grecque de la justice. En 2014, le livre Enquête la guerre invisible dénonce le tabou au sein de l'armée française et l'omerta que doivent affronter les victimes de violences sexistes et sexuelles. La cellule Thémis est donc créée à ce moment-là pour recueillir les témoignages. Cette cellule qui propose aux plaignants un accompagnement et des conseils administratifs, statutaires et juridiques. En 2021, Thomas, la cellule a été élargie aux discriminations de toute nature. Alors quel bilan peut-on faire de son action ? En 2022, la cellule a publié un vade-mecum pour, par exemple, définir le harcèlement sexuel de façon spécifique. On y lit la différence entre harcèlement sexuel d'un côté et ce qui est de l'ordre de la séduction de l'autre. Un document qui a vocation à s'adresser à l'ensemble du personnel du ministère des Armées. En 2023, 700 personnes ont contacté la plateforme, dont 200 pour des faits de harcèlement ou de violences sexuelles. Ce sont les derniers chiffres fournis il y a quelques semaines. 59 enquêtes à la demande des plaignants ont été menées en 2023. C'est ce qu'a précisé le contrôleur des armées. C'était le 4 avril dernier sur France Inter. Entre un tiers et la moitié des cas donnent lieu à des sanctions, a expliqué Thibaut de Laforcade. Dans les autres cas, on n'arrive pas à prouver la matérialité des faits. Écoutez donc ce qu'a dit le contrôleur des armées, c'était sur France Inter le 4 avril dernier, je vous le disais. Il parlait déjà des limites de sa propre cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On écoute. Dans les constats des cas qui apparaissent et qui sont médiatisés, on voit bien que les victimes sont probablement insuffisamment protégées. Et le but, c'est d'améliorer leur protection, de leur garantir en fait qu'elles peuvent faire remonter les cas dont elles ont été victimes, les signalements, en n'ayant pas de conséquences néfastes sur leur déroulé de carrière. Thibaut de Laforcade, on le comprend, qui est le patron de la cellule Thémis. Et donc, il y a cette inspection maintenant qui est en cours et qui rendra ses conclusions fin mai. Thomas. Merci beaucoup, Quentin. Julia Pasquale, évidemment, je me tourne vers vous parce que, donc, on le rappelle, vous écrivez ce livre, une longue enquête. Vous êtes deux autrices, c'est ça, oui. Avoir travaillé sur cette enquête. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire qu'il y a la cellule Thémis qui est créée. Il y a certaines des jeunes femmes que vous aviez rencontrées pour votre livre qui ont été se présenter à la cellule. Comment elles ont été reçues ? Est-ce que ce sont des espoirs déçus dont on parle, d'une certaine façon ? Ou pas seulement ? Nous, les femmes qui avaient témoigné dans notre livre, pour leur écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité, elles étaient parties de l'armée. Elles avaient été réformées pour une aptitude. C'est d'ailleurs un peu la différence, je trouve, dans ce qui transparaît aujourd'hui, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des femmes qui sont toujours au sein de l'armée et qui osent briser le mur du silence, on va dire. Mais sur la cellule Thémis, nous, à l'époque, ce qu'on avait identifié, c'était que, justement, c'est le dysfonctionnement lié à cette obligation de passer par la voie hiérarchique et de faire remonter par la voie hiérarchique. Et c'est ce qu'on a dit à l'époque, mais ce qu'on pourrait dire pour d'autres institutions, c'est qu'il faut absolument pouvoir dénoncer à l'extérieur, en fait. Pouvoir sortir de l'armée pour dire, voilà, j'ai vécu ça, être face à des professionnels, du recueil de la parole, de victimes de violences sexuelles et sexistes, etc. Et la cellule Thémis, même si ça témoignait d'une volonté de quelque part sortir de la voie hiérarchique, en réalité, c'était quand même une cellule avec des généraux 5 étoiles, pour caricaturer un petit peu, mais c'était ça. Et ils sont, je crois qu'aujourd'hui, que 4 à faire vivre cette cellule. Donc, c'est pas du tout dimensionné ni sur le chiffre, ni sur la forme, pour recueillir cette parole. Et en fait, il faudrait pouvoir faire sortir cette parole de l'institution. Or, je pense que c'est ça que refuse l'armée encore aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, intéressant, parce que c'est exactement ce que proposait le sénateur écologiste de l'Isère, Guillaume Gontard, changer finalement le mode de fonctionnement de la cellule Thémis. On l'écoute.
proposons de modifier le fonctionnement de la cellule Thémis, mise en place en 2014 pour traiter les signalements des militaires. À l'heure actuelle, c'est généralement le supérieur ou la supérieure hiérarchique qui mène l'enquête après la saisine de la cellule Thémis. Or, ce fonctionnement ne permet pas de garantir l'indépendance des enquêtes parce que les supérieurs risquent de couvrir les auteurs des infractions. À la place, donc, nous proposons que ce soit la cellule elle-même qui mène l'enquête. Alors, je vais vous donner la parole à tous les deux. Je commence avec vous, Laetitia Saint-Paul. Il faut changer, il faut revoir le mode de fonctionnement de la cellule Thémis ? Oui, il faut le revoir et je suis très heureuse que le gouvernement ait donné comme mission à l'inspection de revoir le fonctionnement. Bon, je pense quand même que Thémis fait partie de la solution, mais on leur a confié trop de missions. Ils doivent accueillir la parole des victimes. Donc ça, je pense que cela peut être externalisé avec une plateforme disponible 24 heures sur 24. Ils font le suivi juridique des dossiers avec l'accompagnement pour trouver un avocat ou une avocate. Donc ça, ils le font très bien puisque cette cellule est composée de 4 juristes, un chef, donc un inspecteur général et une secrétaire. Et on leur a aussi confié la mission d'enquête. Donc je pense que ça fait beaucoup pour 4 une personnes si seulement. petite Et on a élargi cellule. le spectre à toutes les discriminations. Ils ont élargi le spectre. Alors, et l'armée, il y a quoi, 270 000 personnels aujourd'hui, plus de 200 000 militaires, plus de 60 000 civils, sans compter les réservistes. Donc, plus on élargit le spectre sans augmenter la cellule, eh bien, ça ne fonctionne pas. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il est crucial... C'est le meilleur moyen pour que ça ne marche pas, quoi. C'est le meilleur moyen pour que ça ne marche pas. Mais il est crucial de bien responsabiliser la chaîne de commandement. Enfin, la solution devrait être au niveau régimentaire et cette cellule ne serait qu'un appui juridique. Or, pour l'instant, on voit bien qu'il y a une déresponsabilisation au niveau du commandement. Et ça, c'est quand même une des clés. C'est une vraie question, Guillaume Ancel. Si c'est la hiérarchie militaire qui se saisit des enquêtes et qui peut les faire avancer, pour l'instant, on a bien vu qu'elle avait plutôt tendance à les freiner, ces enquêtes. Disons qu'elle ne veut pas en entendre parler. Et donc, tout ce qu'elle va faire, c'est exactement comme vous les sollicitez pour venir participer à une émission comme ça. Elle va attendre tranquillement qu'on passe à autre chose. Or, on a l'expérience des entreprises, qui est très importante depuis 20 ans. Les entreprises, moi je suis dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est un sujet qu'on traite de manière très volontariste. Et qu'est-ce qu'il y a dans les entreprises ? D'abord, il y a une relation directe entre la victime et la cellule qui va enquêter sur le sujet. Et il y a une cellule pratiquement dans toutes les entreprises. En général, c'est la DRH, la Direction des Ressources Humaines, qui s'en empare. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça trace après sur le dossier des personnes. Il faut qu'on se souvienne qu'un tel, c'est sa 3e affaire. Et que certes, on n'a rien prouvé, mais enfin, normalement, la 3e affaire, on va commencer à avoir de sérieux doutes. Et puis surtout, on va le suivre en termes de formation, on va le suivre en termes de promotion, et on va l'empêcher, parce qu'il était bon dans son domaine, de continuer à prospérer dans l'entreprise, alors qu'il a un comportement qui est absolument inacceptable. Dans l'armée, le contrôleur général l'a très bien dit, la question, c'est la protection des victimes. Aujourd'hui, la victime va se voir enquêter par les personnes qui ont sont même peut-être responsables de ce qui s'est passé. Donc l'issue, on peut la dire à l'avance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la victime qui va être sanctionnée. Laetitia Saint-Paul, vous l'avez vécu, le fait, enfin, à travers les témoignages de femmes militaires qui sont venues vers vous. Femmes et hommes. Alors ça, j'avais prévu d'en parler, mais effectivement, il n'y a pas que des femmes qui sont victimes de harcèlement ou de violences sexuelles au sein de l'armée. N'oublions pas les hommes. Évidemment, n'oublions pas les hommes. Mais le fait qu'il n'y ait pas de suivi des carrières... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous êtes tellement souvent muté d'une ville à l'autre, d'un poste à l'autre, qu'on ne sait pas exactement ce que le gradé à côté de soi a pu faire auparavant dans d'autres casernes, dans d'autres postes, c'est ça ? Mais absolument. Moi, j'ai été confrontée en tant que commandant d'unité, un cadre qui a été affecté dans mon unité à la section d'instruction, donc là où les jeunes recrues sont préparés, sont formés. Et un jour de départ en manœuvre, une jeune femme s'est effondrée en larmes pour dire « je ne veux pas aller à cette manœuvre ». On comprend qu'elle a été agressée. On l'amène porter plainte à la gendarmerie. Et là, on constate qu'il n'en était pas du tout à son coup d'essai. Et moi, je me suis sentie dépossédée de ma mission de chef. Vous n'aviez pas cette information. Je n'avais pas cette information. Et comme l'armée a énormément d'entités, souvent le problème est déplacé et les agresseurs sont mutés d'unité en unité. Il n'y a pas l'historique, donc on ne peut pas se prévenir entre nous. Et il déroule sa carrière, il est promu. J'ai même des cas où il obtient l'Ordre national du mérite. Est-ce qu'il y a des indemnisations
certaines de ces... Parce qu'on est dans un déni. Donc est-ce que certaines des femmes, ou peut-être effectivement des hommes qui ont osé porter plainte, ont été reconnues et indemnisées? Il y a des victimes qui ont des pensions d'invalidité, en fait, simplement. Des pensions d'invalidité qui sont évaluées. Donc ça arrive. Et après, par contre, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire sur la protection, ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, c'est-à-dire quand une victime veut porter plainte, les frais que ça va engager en termes d'avocat, enfin de défense, là, c'est pas systématiquement pris en charge, ou alors de façon très différenciée. Parfois, les frais d'avocat vont être pris en charge, parfois pas au début de la procédure, par exemple pas au moment de formaliser une plainte, mais plus tard. Parfois, ça va être sous la forme de conseils juridiques et pas sous la forme de frais d'avocat. Donc, je pense que là-dessus, et à l'inverse, on entendait, pardon d'interrompre, dans le témoignage d'ouverture, cette Ninon qui a osé dénoncer, qui se retrouve en arrêt maladie et à qui on met la pression pour revenir le plus vite possible alors que son agresseur est toujours là. On est à l'inverse de ce que vous nous décrivez, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de l'aider, on lui met la pression pour qu'elle revienne face à son bourreau. Il nous reste quelques minutes, c'est passé très vite, mais je voudrais quand même, Camille Boutron, effectivement parler des hommes aussi dans ce débat. Est-ce que, là, il y a sans doute assez peu de statistiques par définition, puisqu'on est dans la loi du silence et la grande mette dont on parlait, mais que sait-on des violences sexuelles subies par des hommes au sein de l'armée française? Alors, je pense qu'on ne sait rien, ou vraiment pas grand-chose, parce qu'on a déjà du mal à parler des violences sexuelles subies par les femmes. C'est quand même assez récent, malgré la publication de l'ouvrage de Julia Pascal. On voit bien qu'on en est encore là. Alors les hommes, encore moins. En fait, de façon générale, on a du mal dans les armées françaises à parler de ce qui est, entre guillemets, mal fait et de ce qui peut nuire à une image héroïque, combattante, virile, un idéal guerrier. D'autant plus en ce moment où on est quand même dans un contexte de retour de la guerre dite de haute intensité. Et de façon générale, donc on n'a pas... En tout cas, moi, personnellement, en tant que sociologue, j'ai pas eu, autant j'ai pu parler à beaucoup de femmes militaires de différents grades, autant les hommes, c'est un tabou encore plus absolu. Et c'est presque quelque part une double violence, du coup, une double invisibilisation. Guillaume Ancel, votre avis là-dessus? En 2000, j'ai dû enquêter sur un cas de harcèlement sexuel qui était commis par vraiment un des commandeurs de l'armée de terre. Et j'en garde un souvenir très dur. L'institution a réagi. Hein, la personne a été sortie, elle était proche de la retraite, donc elle a été sortie. Elle est toujours en vie, donc je ne la nommerai pas. Ce qui m'a choqué à l'époque, et j'en suis responsable, puisque c'est moi qui ai mené l'enquête, c'est qu'en fait, on a tout fait pour que ça ne se sache pas, alors qu'il y avait une vingtaine de victimes. Et très clairement, plus tard, ce sont des juristes, d'ailleurs des gendarmes, qui m'ont dit « mais voilà comment on laisse prospérer un dispositif, parce que c'est très bien, vous avez lavé le truc en famille, vous êtes très fiers, il n'y a eu aucun impact sur l'image, sauf que pour les victimes, ça veut dire qu'elles n'ont jamais pu être reconnues en tant que telles. » C'était des jeunes femmes ou des jeunes hommes? C'était des hommes, c'était des jeunes hommes. Et pour les agresseurs, ou pour les personnes qui sont de ce type, le fait qu'il n'y ait pas de sanctions dans le milieu, ça veut dire que c'est l'impunité affichée. Est-ce qu'on peut imaginer une harmonisation des sanctions? Est-ce que ça existe, ça, aujourd'hui? Oui, celle-ci est souhaitable. Non, comme l'a expliqué Madame la sociologue Boutron, les armées sont de nombreuses entités, terre, air, mer et les différents corps. Donc pour l'instant, ce n'est pas harmonisé. Mais il y a eu une jurisprudence au début des années 2000 comme quoi toutes les sanctions doivent être individualisées, qu'il ne peut pas y avoir une sanction typique par problématique. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons avec le ministère actuellement. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler vos livres. Julia Pascal, La guerre invisible, qui est donc publié aux éditions Les Arènes, et Guillaume Ancel, Saint-Cyr, l'école de la Grande Muette, livre publié aux éditions Flammarion. Merci encore. Combattante, j'ai oublié le livre de Camille Boutron, Combattante quand les femmes font la guerre, c'est aux éditions Les Pérégrines. Voilà, merci à tous encore une fois. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis notez que Philippe Ballard, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national, sera l'invité d'Oriane Mancini dans la matinale de Public Sénat demain. Belle soirée.